Bonjour à tous, on se retrouve pour nos Texama Show. Alors cette semaine-ci, on va parler comme d'habitude des actualités informatiques et technologiques de la semaine. Du coup, on va commencer tout de suite par l'événement le plus important de la semaine, je pense, pour beaucoup de gens. C'est tout simplement la keynote Apple. Donc Apple a annoncé deux nouveaux produits, notamment l'iPhone X, l'iPhone 8 et aussi une nouvelle Watch série 3. On pourrait l'appeler l'iWatch 3. Oui, ça pourrait le faire. Et aussi une Apple TV 4K et aussi iOS 11. Mais bon, ça c'est moins important. Et aussi une nouvelle version de WatchOS. Alors, on va commencer par le plus important, évidemment. Je pense pour beaucoup de gens, c'est l'iPhone X, qui est donc un nouvel iPhone. Au niveau de son design, je pense que ça on peut le dire directement. La plupart des iPhones jusqu'à maintenant étaient à peu près sur le même design, mais celui-là casse pas mal de codes qui ont été lancés par Apple là même très longtemps. Donc on se retrouve avec un téléphone, comme vous pouvez voir, qui a un écran OLED déjà. Donc ça c'est une première, c'est la première fois que Apple utilise un écran OLED. Et cet écran OLED est pratiquement, en tout cas, sans bordure sur le côté. Il y a quand même une petite bordure, avec aussi au-dessus une petite barre noire où il y a différents capteurs nécessaires. Donc, premier truc important, c'est que le bouton Home a disparu. Donc, il n'y a pas de remplacement pour le bouton Home. Maintenant, vous devez swipe depuis le bas pour faire l'action du bouton Home. Et le capteur d'empreinte n'existe plus. Il n'y en a pas à l'arrière, il n'y en a plus du tout. Ça, je trouve un peu bizarre par contre. Ça aurait été... Alors, Apple a des brevets pour une technologie de capteur à travers un écran. Je suppose que c'est pas encore au point, c'est pour ça qu'ils l'ont pas encore fait. Toutefois, je pense qu'ils auraient pu mettre un capteur à l'arrière sans trop de problèmes et s'en sortir comme ça. Peut-être qu'ils veulent juste attendre d'avoir un bon capteur qu'ils peuvent mettre à travers l'écran avant de le remettre. Une chose est sûre, c'est que maintenant, pour déverrouiller votre téléphone, soit vous devrez utiliser les mots de passe et tout ça comme d'habitude, ou juste vous le verrouillez pas. Ou alors, vous devrez passer par le nouveau système de Face ID, tout simplement. Donc, Face ID va pouvoir vous permettre de déverrouiller votre téléphone avec votre visage, voilà, votre tête. Et ça va utiliser tout simplement les capteurs qui sont situés dans cette barre au-dessus. Donc, ces capteurs, vous avez des capteurs normaux, notamment, par exemple, vous avez l'appareil photo. Mais vous avez aussi des capteurs d'iris. Donc, ils vont scanner vraiment votre visage afin de détecter si c'est vraiment vous. Ils n'ont pas précisé plus que ça comment ça marche exactement. Ils ont quand même précisé qu'on ne pourrait pas le tromper avec une photo d'une personne. À voir, parce que, je veux dire, beaucoup de marques sont prêtes à dire que non, ça marche sans aucun problème, mais des fois, c'est pas trop ça. Après, ça reste Apple, donc je suppose qu'ils ont testé pour éviter que ça arrive. Mais bon, ce serait curieux de tester la sécurité, voir si, par exemple, est-ce que si j'ai un frère jumeau, est-ce qu'il arrive à le déverrouiller? Est-ce que si quelqu'un met un masque qui a juste mon visage collé par-dessus le masque et qui a du coup des formes de visage, est-ce que ça marche? Peut-être, on ne sait jamais. À voir. Une chose est sûre, c'est qu'il avait l'air de plutôt bien marcher, même si dans la présentation, il y a eu juste un petit problème. Mais voilà, ça a l'air d'être vraiment fonctionnel. Et je pense qu'Apple ne s'est pas amusé à le lancer comme ça, en mode on le fera fonctionner. Il y a aussi de nouvelles fonctionnalités qui viennent avec cet iris, notamment des fonctionnalités au niveau d'emoji. Ouais, Apple 2017, juste des emojis. Donc, je vous laisse aller voir la présentation, où pendant la présentation, il y a littéralement un des mecs d'Apple qui est juste en train de faire bla devant son téléphone pour montrer que l'emoji réagit selon sa tête. Donc, ouais, vous avez des emojis en gros qui réagissent selon votre tête. Ouais, c'est tellement bien d'être en 2017. J'attendais ça depuis des années. Hein. Moi, c'est vraiment... Quand j'imaginais le téléphone du futur, c'est ça que je voyais. Il y a aussi donc des nouveautés au niveau de cet iPhone X, en plus de cet iris scanner. Donc, l'écran OLED, évidemment très important. Je ne sais plus exactement dans quel format il est. Donc, c'est un écran 5,8 pouces. Donc, le plus gros écran Apple que Apple n'ait jamais mis dans un smartphone. Toutefois, l'iPhone X est plus petit qu'un iPhone 7 Plus ou même un iPhone 8 Plus maintenant. Un autre truc aussi important, c'est que moi je l'appelle iPhone X, mais normalement il s'appelle iPhone 10 pour les 10 ans d'Apple, enfin les 10 ans de l'iPhone surtout, parce que c'est pas les 10 ans d'Apple, ça fait plus longtemps qu'Apple existe. Je comprends pas trop le X par contre, enfin, si c'était juste iPhone X, genre chiffre romain pour 10, ok. Sauf que non, ils veulent vraiment qu'on l'appelle l'iPhone 10. Du coup, je me dis, mais dans 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans 1 an, on a l'iPhone 9, peut-être, éventuellement. Et puis, dans 2 ans, on a l'iPhone 10, mais pas X, le 10, tout court. Donc, est-ce que Apple va changer sa façon de numéroter les iPhones? Peut-être, certainement.
Et on verra bien ce que ça donnera. Je pense que le plus simple, c'est... Il y a certaines personnes qui aiment pas trop ça, mais je préfère limite qu'ils fassent genre... Oh, l'iPhone 2017. Et juste, c'est de l'année 2017. Point. Voilà. Simple et efficace. Tu sais quelle année est sortie. T'as l'iPhone 7... t'as l'iPhone 2017S peut-être. Ou juste l'iPhone S 2017. Ou peut-être l'iPhone... Plus 2017 pour la version Plus, ou l'iPhone X 2017 pour le plus gros avec l'écran OLED. Je préfère ça, vraiment, surtout si c'est bien précisé l'année, mais je pense que, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas trop ça. Parce que, au final, les numéros, ça veut plus rien dire, parce que vous avez l'iPhone 6, l'iPhone 6S, il y a un gouffre de performance entre les deux. L'iPhone 6S est beaucoup plus rapide que l'iPhone 6. Il y a plus de différence entre l'iPhone 6S et le 6 qu'il y en a entre l'iPhone 8 et le 7, comme on va voir après. Donc selon moi, je pense qu'il vaudrait mieux faire selon les années, tout simplement. Autre fonctionnalité, il y a dual caméra à l'arrière. Donc les deux caméras, cette fois-ci, sont stabilisées. Donc ça, c'est cool. Et elles utilisent à peu près les mêmes fonctionnalités qu'avant. Donc vous en avez une qui est normale et une qui est zoomée. Donc qui vous permet de prendre des photos de quelque chose de plus loin, ou de tout simplement faire des effets dans ce genre-là, où vous pouvez dire, ok, donc ça c'est la caméra faciale qui a des petits effets aussi, mais vous pouvez par exemple faire un effet où l'arrière-plan est fort flou ou autre chose, et vous pouvez même les remodifier après. Donc c'est à dire que il prend des photos, ou plutôt il prend des informations sur ce que vous avez pris en photo pour que vous puissiez remodifier après l'effet de flou derrière. Donc ça c'est plutôt cool, et comme c'est stabilisé, ça devrait vous donner une meilleure qualité d'image si vous bougez un petit peu ou autre chose. Elle peut aussi, l'appareil photo peut aussi filmer en 4K 60 fps maintenant, donc ça c'est vraiment bien en fait, c'est genre le premier téléphone qui fait du 4K 60 fps je crois. Alors autant il y a des gens qui vont dire 4K sert à rien, je pense que ça peut servir, surtout sur un téléphone, et 60 fps ça peut encore plus servir parce que ça vous permet tout simplement de ralentir ce que vous avez filmé pour le rendre plus smooth, pas retirer les mouvements peut-être quand vous tenez votre téléphone ou autre chose, au point même que je me dis que y aurait moyen vraiment de filmer quelque chose d'intéressant avec un iPhone si vous le mettez dans des bonnes conditions, genre si vous le mettez dans un truc où il est bien soutenu, où vous pouvez le porter comme une caméra et le tenir de manière stable, il y aurait largement moyen. Toutefois, ça reste un téléphone, donc il y a des limitations. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi au niveau de nouvelles fonctionnalités? Il y a le nouveau Apple A11, voilà, qui est un nouveau processeur Apple qui est 30% plus rapide, voilà, c'est à peu près ça. C'est aussi un processeur bionique qu'ils appellent ça, juste pour faire beau. Le fait qu'il soit bionique juste lui donne des fonctionnalités un petit peu plus orientées IA et tout ça, donc c'est bien, mais voilà, c'est juste un joli mot pour juste dire ah oui, c'est juste, il est mieux, il est plus moderne. Et puis il y avait pas vraiment d'autres fonctionnalités à part oui l'écran OLED. D'ailleurs peut-être oui il y a des petites informations. 2436 pixels sur 11125 sur 1125 parce que 11000 ça aurait fait beaucoup. Donc encore une fois une résolution très étrange, mais c'est pour atteindre un certain PPI que Apple fait ça bien souvent. Je serais curieux, est-ce que ça fait du... Quel format ça fait ça? Attendez, je vais sortir la calculatrice. Ouais, ça fait pas vraiment un format comme Samsung ici, mais on n'en est pas trop loin. Donc c'est un format qui est donc un petit peu plus haut que large. Donc ça permet de tout simplement afficher des vidéos en 16:9 avec des bandes noires sur les côtés. Mais ça permet aussi, surtout à mon avis, enfin ça permettra dans tous les cas, de cacher un petit peu cette bande sur le côté ici. Alors apparemment on peut quand même regarder les vidéos en full plein écran vraiment avec la bande noire ici, donc qui sont les capteurs, je vous rappelle. Mais c'est quand même, il y a l'option aussi de juste l'effacer, d'avoir des bandes noires normales. Personnellement, je pense que ça me dérangerait d'avoir un truc comme ça. Il y avait aussi, du coup, je sais pas s'il le montre quelque part, mais quand vous êtes en mode normal avec l'écran, voilà, vous avez les icônes genre Wi-Fi, tout ça à droite, et vous avez l'heure à gauche. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et j'aime assez bien. Ça me fait un peu penser à l'Essential Phone, qui lui avait encore un peu moins, parce qu'il y avait juste vraiment le capteur photo pour l'Essential Phone. Mais lui faisait un petit peu les choses différemment. Et du coup, mais c'était quand même assez similaire. Il y a aussi d'autres trucs, c'est qu'il supporte l'HDR. Donc ça, c'est très important. Je suis beaucoup plus intéressé personnellement par l'HDR que d'autres trucs comme le 4K. D'ailleurs, c'est précisé que il ne voulait pas vraiment mettre un écran 4K. Et je pense que ça sert à rien de mettre un écran 4K, franchement. Toutefois,
il est HDR et ça c'est beaucoup plus important. Donc l'HDR c'est le High Dynamic Range. Ça vous permet tout simplement d'avoir des contenus, des films, des vidéos même, qui sont donc filmés avec une plus haute plage dynamique de couleurs, enfin de couleurs, mais surtout de lumière. Donc ça vous permet d'avoir des noirs qui sont vraiment noirs et des blancs qui sont vraiment lumineux, comme dans la vraie vie en fait. Au point même que des écrans HDR avec du contenu HDR dessus, si vous le mettez à la place d'une fenêtre et que vous mettez juste une personne fixe devant, il peut pas bouger, hein, juste fixe, et que vous mettez juste la vue qu'il y aurait eu par la fenêtre par exemple, la personne ne verra pas la différence parce que c'est vraiment à ce point-là, c'est vraiment, il y a le contraste de la vraie vie. Sur les écrans que vous avez certainement avec vous, vous devez le voir par exemple si votre écran affiche du noir, mais c'est pas vraiment noir, c'est gris. Vous voyez, on voit l'arrière-plan, on voit le backlight, comment ça s'appelle en français, je ne sais même plus, le rétroéclairage de l'écran qui se voit un petit peu. Et même si vous avez un écran OLED qui permet de ne plus avoir ça, ben il y a quelque chose qui manque. Même si vous êtes sur un téléphone Samsung qui s'amuse à pousser le contraste à fond ou autre chose, il y a toujours quelque chose qui manque. Et c'est surtout au niveau de la plage dynamique. Donc, avoir vraiment une différence entre les blancs, les noirs, voir aussi ce qui se passe dans les ombres, et pas juste avoir un phénomène qu'on a souvent avec les caméras, c'est que si vous filmez quelque chose de lumineux, tout ce qui est dans les ombres va être presque pas visible. Alors que si vous filmez quelque chose dans les ombres, tout ce qui est lumineux va être trop lumineux. Alors que si vous devez avoir un téléphone qui le fait, ou même un appareil photo, vous avez l'HDR aussi sur les photos, qui est pas vraiment pareil, on va être très honnête, mais qui fait une fonctionnalité qui est en quelque sorte similaire, qui vous permet de tout simplement ça prend plusieurs photos et ça vous permet d'avoir une photo qui a des ombres détaillées et des lumières pas trop exposées et trop lumineuses. Donc ça fait exactement la même chose avec un écran HDR, mais en un peu plus perfectionné et évidemment beaucoup mieux géré parce que le contenu est fait par des caméras professionnelles et autre chose. Donc ça c'est très bien et j'espère qu'il y aura plus de contenu HDR personnellement. Mais bon, c'est une technologie un petit peu nouvelle, mais qui selon moi mène la création de contenu tout ça vers une bonne direction. Du coup, je pense pas, oui, il n'y avait pas vraiment plus. Du coup, on avait aussi l'iPhone 8, qui est juste, voilà, on aurait pu l'appeler l'iPhone 7S. D'ailleurs, oui, non, il y a un truc que j'avais oublié, c'est que l'arrière de l'iPhone X est en vert. Ça veut dire que maintenant, vous avez le chargement sans fil. Donc ça peut être plutôt cool. Je suis pas un grand fan de chargement sans fil, mais ça peut être plutôt cool. Et du coup, sur l'iPhone 8, par rapport à l'iPhone 7, déjà, vous avez le nouveau Apple A11, donc nouveau processeur. Vous avez par contre à peu près les mêmes caméras, il me semble. Vous avez l'arrière par contre en vert aussi, donc qui vous permet le chargement sans fil. Pourquoi c'est en vert? Parce que pour que l'électricité puisse passer, il faut que faut pas qu'il y ait du métal, parce que le métal empêcherait l'électricité de passer. Tout simplement, ça ferait une isolation. Donc on fait souvent des arrières en verre. Il y a même certains constructeurs de smartphones maintenant qui font des arrières en céramique, qui peut être plutôt classe, mais qui rajoute du poids par rapport au verre et qui n'est pas forcément beaucoup plus résistant. C'est discutable. Donc ouais, c'est un iPhone 7S vraiment. Si vous aimez l'iPhone 7 et que vous l'avez déjà, je vois pas la raison d'upgrade franchement. Toutefois, si vous aimez l'iPhone 7 que vous l'avez pas encore, ben, c'est une version un peu meilleure. Si ça vous dérange pas le verre à l'arrière, je vous dirais de mettre un skin. Moi, personnellement, je mettrais un skin de toute façon par-dessus. J'ai déjà fait ça sur mon Galaxy S6. L'arrière en verre, j'ai mis un skin parce que je déteste le verre à l'arrière. Et le skin vous permet toujours d'utiliser le rechargement sans fil. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez la Watch série 3 aussi, qui a quelques nouveautés, notamment maintenant qu'elle peut prendre des coups, des appels, plutôt des coups de téléphone que j'allais dire, mais elle peut prendre des coups. On peut la taper. Non, elle peut prendre des appels, passer des appels, répondre aux SMS, même si c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez le faire avec Siri, évidemment. Et du coup, envoyer des SMS. Et ça, c'est sans téléphone. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone dans votre poche à côté qui le fait. Donc, en gros, il y aura une carte SIM intégrée dans l'Apple Watch. Donc, c'est carrément intégré vraiment. Donc, ça change beaucoup des cartes SIM actuellement. Les cartes SIM sont assez obsolètes au niveau de leur fonctionnement, il faut l'avouer. On pourrait avoir une bien meilleure technologie maintenant, mais c'est un petit peu les vendeurs de téléphones et tout ça qui évitent qu'on puisse faire ça pour un petit peu piéger les gens, je suppose. Je ne sais pas trop quels sont leurs raisonnements à 100%. Mais une chose est sûre, c'est qu'on pourra avoir mieux. Et
la technologie qui est utilisée dans cet Apple Watch est un petit peu similaire. Mais il y a toujours une carte SIM techniquement à l'intérieur. Donc ce sera activé avec votre opérateur téléphonique et en théorie, vous devriez avoir le même numéro de téléphone, si je me souviens bien. Donc vous pourrez téléphoner et envoyer des SMS et tout ça avec le même numéro, sans pour autant avoir votre téléphone sur vous. Ça, c'est plutôt cool, mais c'est quand même spécifique comme utilisation. Il y avait d'autres petites fonctionnalités, mais c'était principalement ça, la grosse nouveauté. Et évidemment, il y a WatchOS 4 qui apporte ces fonctionnalités, notamment le fait de pouvoir appeler tout ça. Vous avez aussi l'Apple TV 4K, donc c'est l'Apple TV, mais qui supporte la 4K HDR. Et du coup, c'est bien. Voilà, c'est une mise à jour. Et puis vous avez iOS 11 qui a diverses fonctionnalités que je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas vraiment un utilisateur Apple. Donc je suppose qu'il y a des nouvelles fonctionnalités que j'ai déjà sur mon téléphone Android, de toute manière. Alors, du coup, prochaine news. Vous avez le Pixel 2 qui devra arriver le 4 octobre. Donc ça, c'est, je veux dire, l'un des autres gros téléphones qu'on attend cette fin d'année. Nous avons déjà eu ce que Samsung a présenté. Donc on sait ce que Samsung a, on sait maintenant ce que Apple a pour cette fin d'année. Eh bien, il manque plus que vraiment l'un des derniers gros joueurs, c'est Google avec son Pixel. Ce sera certainement un téléphone très bien optimisé, très léger, mais il faut voir aussi si il délivre ses promesses. Est-ce qu'il a un bon appareil photo? Est-ce que les photos sont bien gérées? Est-ce que l'écran est bon? Est-ce que la construction est bonne? Déjà, au niveau du design, ça devrait être beaucoup mieux que l'année dernière, je pense, parce que l'année dernière, c'était un petit peu... C'était un téléphone bien, mais il n'était pas très beau. Là, c'est déjà mieux, mais ça reste pas non plus... C'est pas un téléphone magnifique. Je suis pas en mode, oh, il est magnifique. Donc, voilà. On verra bien ce que ça donnera. Je suis assez impatient, personnellement, même si je suis sûr qu'il coûtera trop cher pour que je puisse l'acheter. Toutefois, il a un truc très important, c'est qu'il devrait sortir, il me semble, avec le Snapdragon 836. Donc un 835 légèrement amélioré. Et ça, c'est très intéressant parce que ça devrait offrir des meilleures performances et aussi une meilleure consommation certainement par rapport aux autres téléphones déjà sortis cette année-ci. À part Apple, évidemment, qui a aussi sorti un nouveau processeur. D'ailleurs, en parlant de design, c'est juste mon avis, mais je ne suis pas un grand fan de l'iPhone X personnellement. Au niveau du design, je le trouve un peu bizarre en fait. Déjà, il y a une bordure très clairement visible, du coup je trouve ça un peu dommage. Le truc au-dessus, je suis pas convaincu, donc ouais, je suis pas un grand fan personnellement. Je sais pas vous, mais je suis vraiment pas un grand fan. Je préfère amplement ce qu'a fait Samsung ou même LG avec vraiment un écran qui se plie sur le bord et qui permet vraiment d'avoir un écran grand. Même si ça apporte des désavantages avec le fait que ça peut capter vos doigts si vous les mettez sur le côté. Bien que j'avais vu par exemple il me semble que c'était chez Linus Tech Tips qu'ils avaient dit qu'ils devraient faire un téléphone en fait qui a un écran qui revient sur le bord mais qui n'enregistre pas le toucher en fait. Genre si vous touchez ça ne fait rien. Ils devraient faire ça en fait. Parce que moi ça... Je m'en fiche de pouvoir aller appuyer sur un truc sur le bord de l'écran de mon nouveau Galaxy S8 ou je ne sais quoi. Je m'en fiche, moi. Alors oui, il y a des fonctionnalités qui sont prévues pour ça chez Samsung, genre le fait qu'il y a un menu qui apparaît sur le côté, mais moi je m'en fous. J'aimerais avoir l'option de ne pas avoir ça. Maintenant, une petite news orientée science au niveau de Cassini. Donc Cassini, c'était un satellite qui a été envoyé, ou plutôt une probe, je ne sais pas exactement le nom exact en français parce que je regarde trop de news en anglais. Dans tous les cas, c'est un satellite qui a été envoyé autour de Saturne, voilà 13 ans maintenant, donc même plus de 13 ans en fait. Par contre, il a fait une mission autour de Saturne pendant 13 ans, donc il a tourné sous divers angles autour de Saturne afin de, premièrement, étudier Saturne, étudier les lunes de Saturne, très important, et aussi récolter un maximum de données sur le truc d'astéroïde, comment ça j'oublie le nom à chaque fois. Le truc d'astéroïde autour de Saturne. Donc ouais, c'est, on va dire, vraiment l'un des satellites envoyés par NASA qui a certainement profité le plus à la science, parce qu'il a vraiment apporté énormément d'informations si vous regardez, notamment au niveau des lunes de Saturne qui sont très importantes pour certaines. Et juste vraiment, il a fait énormément de choses. Vous aviez... Où est-ce qu'il est cette image-là? Il me semble que c'est ça. Oui, là, ça montre sur une des lunes, des geysers sur une partie de la lune. Donc ça, c'était très intéressant. Il y a aussi des magnifiques photos, notamment cette photo-là où vous avez Saturne devant, les anneaux de Saturne, voilà, j'ai retrouvé le terme, les anneaux. Et vous avez la Terre, voilà, le petit point bleu là, juste là, tout petit. Et donc, ouais,
des vraiment belles images. Vous avez une vidéo sur une certaine chaîne YouTube, je sais plus, c'est pas vraiment la chaîne YouTube de la NASA, c'est une autre chaîne YouTube. Vous avez une vidéo, donc ça c'est une image de la vidéo par exemple, mais c'est pas cette vidéo-là, où vous avez par exemple, vous avez tout simplement une animation 3D de la fin de vie de Cassini. Elle est assez bien faite et elle est assez intéressante, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais en tout cas, Cassini maintenant, après 13 ans de fier service, n'avait plus de carburant. Donc elle devait se crasher tout simplement parce qu'il ne pouvait plus garantir de pouvoir la garder en orbite autour de Saturne, parce que de temps en temps quand vous avez quelque chose en orbite, vous devez lui redonner un petit coup de propulseur pour le remettre bien correctement dans l'orbite, parce que l'orbite peut dévier au fil du temps. Et donc pour éviter que Cassini finisse dans une des lunes et contamine les lunes, parce qu'ils avaient peur de ça, que qu'en se crachant ça contamine la lune avec des choses qui viennent de la Terre, tout simplement, parce qu'ils veulent trouver des formes, peut-être des preuves de la vie sur ces lunes-là, et bien tout simplement, ils l'ont fait se cracher dans Saturne. Mais avant, ils ont toutefois fait des choses très intéressantes, notamment qu'ils ont fait passer Cassini juste entre les anneaux de Saturne, je recherche l'image, je ne sais plus où elle était, donc entre les anneaux de Saturne et Saturne en tant que tel. Et ça a permis d'avoir des très belles photos, notamment celle-là, où en gros, comme son angle d'entrée entre les anneaux était très proche, en gros, ça vous donne une orbite qui n'est pas en forme de rond ici, ça vous donne une orbite en forme d'ellipse. Donc Cassini va très proche de Saturne, va très vite, et puis d'un coup part très loin de Saturne, et puis revient vers Saturne, et va encore une fois très vite. Donc ça lui donne ce magnifique point de vue où c'est assez loin, où on a une vue vraiment globale de Saturne, et on voit très bien la planète tout simplement, et ça c'était plutôt classe. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc maintenant Cassini, à l'heure où je parle, s'est écrasé dans l'atmosphère de Saturne et s'est désintégré, parce que voilà. Et il y avait une phrase assez belle, c'est qu'il disait que maintenant Cassini fait partie de Saturne, la planète qu'elle a observée pendant 13 ans, et ça c'était assez classe comme phrase. Donc ouais, juste une petite news science. On a aussi, au niveau maintenant c'est hardware, Intel Z390, on a plus d'informations. Ça reste des rumeurs, évidemment, mais apparemment, le Z390, qui sort plus tard en 2018, pourrait supporter des processeurs Weaker 16 threads, donc une concurrence directe à Ryzen, certainement pour contrecarrer les Ryzen 2 qui devraient sortir aussi en fin 2018, qui devraient être aussi des processeurs Weaker, mais qui auront certainement des meilleures performances en single core, et du coup devraient réduire l'écart entre les processeurs Intel et les processeurs AMD. Du coup, il y a de fortes chances que Intel fait ça pour justement eux aussi donner plus d'intérêt à leurs processeurs et réduire aussi l'écart de cœur, parce que même si Intel est mieux au niveau, chaque cœur d'un processeur Intel est mieux au niveau performance, le fait d'avoir 2 cœurs en plus sur les processeurs AMD, ça aide beaucoup quand même. Donc ça devrait arriver l'année prochaine. Toutefois, jusqu'à maintenant, on n'aura que le Z370 qui lui sortira donc, je vous rappelle, le 5 octobre, enfin c'est la sortie attendue, et qui lui donc supportera les nouveaux processeurs Seeker. Donc ça c'est un petit peu dommage je trouve, parce que déjà les Z370 utiliseront le nouveau, donc c'est un nouveau chipset, mais ça n'utilisera pas de nouveaux sockets. Ce sera exactement le même socket que vous avez sur les Z270, et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont énervés, parce que littéralement Intel vous dit vous devez racheter une nouvelle carte mère alors que c'est le même socket pour juste supporter ce nouveau processeur qui au final, sur certaines cartes mères haut de gamme, il y en a qui vont dire ouais mais les cartes mères actuelles en Z270 n'ont peut-être pas ce qu'il faut au niveau alimentation pour alimenter un processeur Seeker. J'ai envie de dire bullshit, parce qu'il y a des cartes mères haut de gamme en Z270 qui ont largement les tâches d'alimentation pour alimenter un processeur Seeker, et au final le reste assez similaire. Il y a de fortes chances que ce nouveau donc Kaby Lake, ils l'ont précisé plusieurs fois, ce sera juste un Core i7 7700K mais avec 2 cœurs de plus. Il n'y aura aucune grosse différence. Il y aura des petites différences, mais rien de bien massif. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont énervés parce que il y en a qui ont acheté des cartes mères en Z270 qui pourraient avoir une upgrade facile, juste payer le nouveau processeur, mais ils pourront pas parce qu'ils devront acheter une nouvelle carte mère. Donc encore une fois, Intel qui fait un gros fuck à ses consommateurs. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la meilleure solution à faire. Et en plus de ça,
plus tard, ils pourraient sortir le Z390 qui sera encore plus haut de gamme. Donc là, te forcer encore une fois à reprendre une nouvelle carte mère et à sortir peut-être un processeur weaker. Là, ça fait beaucoup de fuck à leurs acheteurs. J'ai juste envie de dire, même quand Intel se fait pousser les fesses pour faire des efforts, ils parviennent à faire des mauvais choix pour nous, pour vous, pour ceux qui achètent leurs produits. Parce que si vous avez acheté une carte mère en Z270, vous l'avez bien dans l'os actuellement, et ça doit vous embêter. Même si votre processeur est très bon, si vous avez un Core i7 7700K, c'est un excellent processeur, il y a franchement aucun problème avec. Mais ça vous met quand même dans l'os parce que Intel vous dit littéralement « Ah, tu voudrais avoir un meilleur processeur d'ici quelques années ? Tu devras changer de carte mère, parce que fuck you. » Donc ouais, je ne comprends pas trop. Donc ça, c'était une information à ce niveau-là. Toujours niveau processeur, donc ça c'est au niveau de Threadripper. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à ouvrir un processeur Threadripper. Voilà, quelqu'un d'un petit peu malade, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble d'ailleurs. Donc là, vous avez la face. Donc quand le truc est ouvert, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez la plaque qui protège les deux techniquement, morceaux de silicone avec des Ryzen 7. Donc c'est deux Ryzen 7 collés ensemble pour faire un processeur 16 cœurs. Oui, j'utilise le terme collé exprès. Enfin, bien qu'AMD a déjà utilisé aussi ce terme collé, mais bon. Et du coup, si vous le retirez, ça vous donne ça. Donc là, vous l'avez sur sa face normale. Donc il y a encore une fois une autre plaque protectrice. Mais si vous regardez en dessous, vous pouvez voir le véritable processeur. Donc ça, c'est tout le processeur. C'est pas deux processeurs. On dirait qu'il y a deux trucs, mais c'est un seul processeur. Vous avez notamment... en fait, c'est comme ça que sont faits les processeurs Ryzen. Vous avez 4 cœurs et 4 autres cœurs à côté, mais qui sont sur le même morceau de silicone. Et les gros trucs que vous devez voir là, c'est certainement... Alors, je sais pas si c'est les cœurs là et les cœurs là, ou je ne sais pas exactement, mais il y en a en tout cas. Il y a aussi beaucoup de cache là-dedans. Le cache, la mémoire cache, tout simplement, qui prend beaucoup de place là-dessus. Donc, la news ici, c'est que quelqu'un a démonté, ce qui est déjà intéressant, mais il a surtout remarqué que tous les petits processeurs ici sont des vrais morceaux de silicone. Or, AMD avait dit que il y en avait que 2 qui étaient réels et que les 2 autres seraient des trucs juste pour maintenir l'intégrité du processeur, pour éviter que quand on met un refroidissement par-dessus, il soit dééquilibré parce qu'il y a 2 trucs qui manquent en dessous. Mais ça s'avère être du silicone aussi, donc à se demander si c'est vraiment des bouts de silicone non fonctionnels, c'est certainement non fonctionnel. Je pense que moi, en niveau théorie, c'est que ils doivent certainement les assembler tout de même ceux qui sont défectueux, en espérant peut-être qu'ils fonctionnent mieux quand ils sont assemblés, finis, et puis peut-être, voilà un exemple, c'est que vous avez Threadripper, mais vous avez aussi EPYC, qui est les processeurs serveurs. Donc imaginez, vous avez les EPYC 32 cœurs, ok, mais vous avez aussi des EPYC 24 cœurs. Du coup, à mon avis, ce que fait AMD, c'est qu'ils assemblent que des processeurs EPYC, et regardent, ok, tous les 32 cœurs fonctionnent? Ok, c'est un 32 cœurs. Ah, il y en a qui fonctionnent pas trop. Ah ça va devenir un 24 cœurs. Ah, il y en a qui fonctionnent vraiment pas. Peut-être qu'il y en a que 18 qui fonctionnent. Ça va devenir un Threadripper 16 cœurs. Je pense qu'ils font ça pour minimiser les coûts et vraiment optimiser leur chaîne de production. Donc il y a de fortes chances peut-être que... Alors par contre, ils avaient quand même précisé que il n'y a que 2 morceaux de silicone qui sont actifs dedans. Donc ils sont en diagonale, je sais plus dans quel sens, mais il y en a que 2 qui sont actifs. Donc ça casse un petit peu la théorie que j'ai ici, que peut-être que c'est selon le nombre de cœurs actifs, parce que ça veut dire que il y a 2 morceaux de silicium qui sont littéralement désactivés. Donc il faut obligatoirement que les 2 morceaux de silicone activés soient parfaitement fonctionnels, que tous les cœurs soient fonctionnels dessus. Donc je sais même pas s'il y a vraiment, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est vraiment, ils testent et puis ils voient, ça fonctionne pas, on les désactive juste et puis c'est pas grave. Et que ça leur coûte moins cher de juste tout assembler, même avec les trucs qui sont pas vraiment fonctionnels, certainement. Donc voilà, il y a une vidéo là-dessus si vous êtes intéressé, mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a là-dessus. Alors il y a une rumeur de GTX 1070 Ti, donc vous avez dû le voir avec la sortie de Vega 56. La 1070 se retrouve dans une drôle de position où elle est moins puissante qu'une Vega 56 et elle coûte plus cher, bien souvent, même si ces derniers temps c'est pas vraiment le cas avec encore une fois les cryptocurrencies et aussi les problèmes d'approvisionnement de AMD. Donc apparemment Nvidia
travaillerait tout simplement sur une 1070 Ti. Ça reste une rumeur, c'est une grosse rumeur même, je ne sais pas. Personnellement, je trouve qu'il n'y aurait aucune raison à le faire parce que la 1070, même si elle est moins puissante qu'une Vega 56, il suffirait juste de lui couper un petit peu le prix et puis c'est bon, quoi. Ça suffirait. Et vous avez la 1080 qui est meilleure que la Vega 64, qui pourrait elle aussi baisser de prix au niveau de la Vega 56 pour mettre la concurrence. Du coup, sortir une 1070 Ti maintenant me semblerait un peu bizarre, mais c'est possible. C'est totalement possible. Mais je sais pas, j'y crois pas plus que ça. S'ils le font, ils le font, hein. Du coup, ça donnera certainement une 1070 avec peut-être plus de parties de son morceau de silicone activé. Donc, un hybride entre une 1080 et une 1070 en gros. Ou peut-être une 1070 avec une bien meilleure fréquence, éventuellement. Ou peut-être une 1070 tout simplement avec une RAM vidéo plus rapide. C'est ça qu'ils avaient fait avec la 1080 et la 1060 d'ailleurs, je vous rappelle. Donc la 1060 6 Go et la 1080 tout court. Avaient reçu une petite upgrade au niveau de leur mémoire, donc notamment la 1080 était passée d'une mémoire de 9 Gbps à 11 Gbps si je me souviens bien, donc ça avait amélioré les performances, pas de manière démentielle ou autre chose, mais ça va améliorer les performances, donc ils pourraient faire ça permettrait de combler l'écart entre la 1070 et la Vega 56 sans trop de problèmes, et je pense honnêtement que c'est ce qu'ils vont faire. Mais bon, il y a quand même la rumeur que c'est une 1070 Ti, ce qui serait bizarre, parce que la 1080 et la 1066 Go n'ont eu aucun changement de nom. Elles avaient juste, genre, sur la boîte, c'était écrit qu'il y avait la nouvelle RAM, en gros. Donc, c'était pas vraiment une 1060 Ti ou une 1080 pas Ti, mais un peu plus Ti, mais pas vraiment. C'est un peu bizarre. Bref, on verra ce que ça donne, c'est une rumeur. Ensuite, vous avez Carnot. J'ai été directement sur le site, il y avait une news là-dessus. Je ne sais plus où elle était exactement, mais il y avait une news là-dessus. Carnot, qui est une compagnie française, qui fait un produit très spécial. Ils font des radiateurs avec des processeurs. Donc en gros, votre radiateur est un serveur de calcul qui va calculer des choses pour la recherche médicale, pour diverses choses, pas pour du Bitcoin ou autre chose, hein, juste vraiment des intérêts scientifiques, médicaux. Et en échange, ça va faire de la chaleur, parce qu'un processeur, ça chauffe, ça fait de la chaleur. Ça va chauffer votre maison. Et vous pourrez récupérer un petit peu d'argent, parce que comme vous louez littéralement votre radiateur qui fait des calculs, à la recherche, eux, ils vous payent pour pouvoir utiliser votre radiateur. Donc, ça permet en gros d'utiliser mieux l'énergie, parce que l'énergie n'est pas juste utilisée pour chauffer. Parce que dans un radiateur classique, on envoie juste une grosse quantité d'électricité dans souvent quelque chose en cuivre pour le faire chauffer, parce que plus vous envoyez d'électricité dans un petit câble, plus il va chauffer. Du coup, c'est souvent ce qui est utilisé. On utilise ça aussi pour chauffer de l'eau, pour ensuite envoyer l'eau dans le radiateur pour dissiper cette chaleur dans l'air. Et du coup, on ne fait rien avec l'électricité, on fait juste chauffer. Les processeurs, toutefois, outre le fait qu'ils chauffent, ils font des calculs tout en chauffant. Donc, vous avez plus d'utilisation avec votre... En gros, vous utilisez mieux l'électricité. Alors, certains pourraient dire que, du coup, ça doit produire moins de chaleur. En réalité, non. Un processeur, en chauffant, si un processeur consomme 100 watts, il ressortira 100 watts de chaleur dans l'air. C'est sûr et certain, ça doit ressortir. C'est physique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si vous envoyez 100 watts d'énergie dans votre PC, ou même si votre PC consomme 500 watts, ces 500 watts vont finir dans l'air sous forme d'énergie, donc de chaleur. Donc, c'est très intelligent, évidemment, et ça permet vraiment, ça fonctionne réellement. Toutefois, pourquoi ça n'a pas vraiment été fait jusqu'à maintenant, vous allez le demander, parce que vous allez certainement vous le dire, mais pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, si c'est vraiment bien? Alors, ça fait pas si longtemps que les processeurs consomment vraiment suffisamment pour justifier de les utiliser comme radiateurs, parce que réellement, voilà 10 ans, un peu plus de 10 ans, les processeurs consommaient pas vraiment énormément. Maintenant, ils consomment un petit peu plus, même si ça s'est stabilisé aux environs de 140 watts maximum sur les gros processeurs. Mais un truc qui a changé aussi, c'est que on a
les prix ont... Non, c'est pas vraiment les prix qui ont... Non, c'est pas... Non, c'est juste ça qui a changé. Ils consomment plus, donc ils chauffent plus, donc ça devient plus intéressant. Mais c'est pas totalement intéressant. Pourquoi? Parce que votre processeur, vous l'achetez maintenant. Il est performant, il est génial. Mais dans 10 ans, est-ce qu'il sera toujours aussi performant? Pas vraiment. Et c'est une des raisons pour laquelle ça n'avait pas été fait jusqu'à maintenant. C'est parce que, encore, voilà quelques années, en 2004, on avait des processeurs d'une certaine puissance. Et 10 ans plus tard, les processeurs étaient X fois plus puissants. Mais ces derniers temps, on a eu une stagnation. Et je pense que c'est ça qui a forcé certaines compagnies à faire ce genre de choses. Ils se sont dit, mais même dans 10 ans, en fait, au rythme où va Intel, au niveau performance, ils seront un peu plus performants, évidemment, mais pas non plus beaucoup plus. Et du coup, notre radiateur sera toujours intéressant parce que le truc, c'est que, oui, quand vous l'achetez maintenant, le radiateur, il est très performant, vu qu'il y a des processeurs dernière génération. Mais d'ici 10 ans, on aura des bien meilleurs processeurs qu'on pourra acheter, mais votre processeur dans votre radiateur, il sera beaucoup moins puissant. Du coup, les organismes qui utilisent justement cette technologie-là pour faire leurs calculs, peut-être qu'ils vont se dire, non, on va juste payer un serveur nous-mêmes, ou on va peut-être aller voir quelqu'un d'autre pour avoir des meilleures performances, parce que littéralement, votre truc ne nous offre pas assez de performance. Et je pense que c'est ça qui limitait jusqu'à maintenant, c'est que dans 10 ans, votre radiateur ne sera plus assez performant. C'est dit bizarre, c'est vraiment bizarre. Il ne sera plus assez performant au niveau calcul pour vraiment être intéressant pour ces compagnies-là. Je pense que la stagnation des processeurs a amené ce genre de truc, clairement. Toutefois, maintenant, avec Ryzen et tout ça, je pense que ça va relancer un petit peu les choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je parle de ça, c'est tout simplement parce que cette compagnie va utiliser des processeurs Ryzen. Ils se sont rendus compte que les processeurs Ryzen avaient, comme vous devez le savoir, plus de cœur, donc plus de performance, et consommaient à peu près la même chose. Donc ça produit toujours autant de chaleur pour les gens qui vivent dans cette maison, mais ça offre plus de puissance de calcul. Donc, en théorie, ça permet de gagner plus en vendant la puissance de calcul à ces trucs de recherche. Mais bon, je suis vraiment, je suis pas convaincu personnellement. Comme j'ai déjà dit, un radiateur, vous le gardez, vous changez pas de radiateur tous les 5 ans. Vos radiateurs, vous les gardez 10, 15 ans facilement, et puis vous les changez. Et d'ici 10, 15 ans, ce radiateur-là, niveau puissance de calcul, sera obsolète. Du coup, je suis même pas sûr que d'ici 7 ans, ce sera toujours rentable. Il y aura certainement une part de rentabilité, parce que ça, même si c'est 2 fois moins rentable, ça coûte quand même moins cher, parce que le radiateur rapporte un petit peu d'argent qui compense sa consommation. Mais je suis pas convaincu. Personnellement, je suis vraiment pas convaincu. À voir vraiment sur le long terme. Si vous prenez le risque d'installer ce genre de truc, tant mieux pour vous, mais moi je ne le ferai pas. Donc ouais. Autre chose, c'est qu'il vous faut évidemment une connexion Internet, parce qu'il faut que ce soit raccordé à Internet pour pouvoir communiquer. Donc ouais. Mais bon, c'est plutôt classe quand même. J'aime assez bien la technologie, mais je suis pas 100% convaincu non plus, comme je vous ai dit, parce que je trouve que maintenant c'est vraiment très, très intéressant. D'ici 7 ans, est-ce que ce sera intéressant? Pas si sûr. Enfin bref, c'est à peu près tout pour ces actualités technologiques de la semaine. Il me semble que oui, j'ai beaucoup parlé. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Tech Sama Show et je vous dis salut à tous.